Tous, bienvenue à ce webinaire transatlantique qui réunit les collègues de France et du Québec. Donc, bienvenue à ce webinaire intitulé Attentat, agression, burn-out, comment soigner efficacement et rapidement les victimes de traumatismes psychiques. Durant ce webinaire, je vais vous expliquer comment vous pouvez améliorer votre prise en charge des patients de victimes de psychotrauma. Mon nom est Alain Brunet et je suis professeur titulaire au département de psychiatrie de l'Université McGill à Montréal. Je suis également directeur sortant du programme de recherche santé mentale et société à l'Institut Douglas de McGill, qui chapeaute 175 personnes. Mon expertise est dans le domaine des états de stress post-traumatique. Et suite aux attentats de Paris et de Nice, mon équipe a mis sur pied un vaste programme de formation à l'intention des cliniciens qui, à leur tour, ont pu traiter des centaines de patients. Donc, bienvenue parmi nous. Durant ce webinaire, je vais parler pendant à peu près 25 minutes. Il va y avoir ensuite une période où vous pourrez poser vos questions live en direct. Donc, et aussi, je voulais vous dire que suite à la fin du webinaire, vous pourrez donner votre avis sur le webinaire en cliquant sur un bouton. Et vous pouvez aussi, par la suite, revisionner le webinaire à partir de votre poste de travail, dans la mesure où vous êtes inscrit à ce webinaire. Il vous sera possible de le visionner de nouveau en replay. Donc, le traumatisme psychique est devenu un enjeu de santé publique et c'était le cas même bien avant les attentats, qui sont évidemment des événements traumatiques de nature intentionnelle, qui sont particulièrement troublants parce qu'ils impliquent justement une intentionnalité qui est particulièrement traumatogène. Mais en fait, les événements traumatiques sont parmi nous et sont un problème de santé publique depuis beaucoup plus longtemps que ça. Ce problème-là est néanmoins accentué depuis que nous avons les changements climatiques. Il y a beaucoup d'événements traumatiques de nature naturelle qui surviennent et aussi accidentels. Et en fait, quand vous regardez le journal télévisé le soir, qu'est-ce que vous faites? Vous écoutez un compte-rendu de la journée de tous les événements traumatiques qui ont affecté la population mondiale au cours de cette journée-là, essentiellement. Donc, on est vraiment devant une épidémie et un véritable problème de santé publique, dans la mesure où une personne sur 7 qui a été exposée à un événement traumatique va développer un trouble de stress post-traumatique. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en France, on a 2,7 millions de personnes qui ont souffert ou qui souffrent de stress post-traumatique en ce moment. Et au Canada, ces chiffres-là montent à 3,3 millions de personnes. Donc, on a vraiment un tas de gens qui se promènent dans la nature avec un trouble de stress post-traumatique et qui ne demandent qu'à être traités parce que beaucoup de gens ne savent pas qu'il existe des traitements efficaces pour le trouble de stress post-traumatique. Le burn-out aussi est une problématique associée qui, en fait, recoupe plusieurs des symptômes de stress post-traumatique. Mais en fait, quelle est la différence entre le burn-out et le trouble de stress post-traumatique? En fait, c'est vraiment la principale différence, c'est que dans le trauma, on a une menace vitale, c'est-à-dire qu'on est vraiment confronté de façon brutale et inattendue à la mort. Tandis que dans le burn-out, on vit des événements stressants, effectivement. On peut être exposé à une constellation d'événements stressants, incluant du harcèlement au travail, par exemple. Et les symptômes vont se ressembler, les symptômes de stress post-traumatique et les symptômes du burn-out, sans pour autant qu'il y ait eu une menace vitale. Par la suite aussi, suite à un événement traumatique ou à une expérience de burn-out, notre vision du monde va être changée. Et ça, il y a vraiment un avant et un après. Notre vision de soi, de nos relations avec les autres et du monde va se trouver changée négativement. Et ce qui accompagne aussi toujours le trouble de stress et
le burn-out, c'est qu'on va avoir du mal à fonctionner dans nos rôles, que ce soit comme conjoint, comme parent, comme travailleur, on va avoir du mal à fonctionner. Maintenant, il existe plusieurs traitements depuis 30 ans. On a vraiment fait des pas de géant dans notre capacité de soigner les gens qui souffrent de troubles de stress post-traumatique. Et en fait, il y a deux grandes façons de soigner les victimes de psychotrauma. Il y a les psychothérapies et la médication. Alors, évidemment, chacune de ces approches a ses forces et ses faiblesses. Donc, je peux tout de suite vous dire que les forces, c'est que dans les deux cas, ces traitements-là ont fait l'objet d'études d'efficacité contrôlée et sont considérés comme efficaces. Mais le principal problème de la psychothérapie, c'est que 2 tiers des gens en bénéficient. Donc, au post-traitement, on a 2 tiers des gens qui en ont bénéficié, mais 1 an plus tard, on a 50% des gens qui sont en rechute. Alors ça, c'est un véritable problème que vous avez auquel vous avez peut-être été confronté dans votre pratique si vous pratiquez des approches telles que les TCC ou le MDR. Donc, ce sont des interventions qui sont efficaces, mais on a vraiment un phénomène de rechute important. L'autre désavantage aussi des psychothérapies actuelles, c'est qu'elles sont longues à apprendre, elles sont longues dans leur durée aussi pour le patient et elles coûtent cher. Enfin, le dernier élément aussi, c'est qu'à l'heure actuelle, considérant la prévalence des événements traumatiques dans la société, il y a trop peu de thérapeutes. En France, par exemple, il y a 8 psychologues pour 10 000 habitants, ce qui est vraiment rien. Mais au Canada, c'est encore pire, il y a seulement 3 psychologues pour 10 000 habitants. Donc, si vous êtes psychologue ou si vous êtes psychiatre, comptez-vous chanceux, vous allez toujours avoir du travail. Vous manquerez jamais de travail. Quelles sont les forces et les faiblesses maintenant des médicaments? Ben, écoutez, les médicaments, on ne peut pas vivre sans eux, mais on aimerait bien pouvoir vivre sans eux, en fait. Parce que depuis 60 ans, 70 ans, en psychiatrie, c'est le même modèle. À tous les jours, on prend un médicament qui masque nos effets secondaires, qui masque les symptômes de la pathologie, mais à un prix à payer qui est les effets secondaires. Donc, le médicament soigne en masquant les symptômes, mais ne guérit pas. Alors, qu'est-ce que c'est que le corollaire de ça? Ben, le corollaire, c'est que beaucoup de patients se plaignent de problèmes sexuels, de surpoids. Ensuite, ils ne sont pas capables de les arrêter, ces médicaments-là, donc ils souffrent de dépendance. Donc, il y a 1 tiers des patients qui, dans les 2 premiers mois, vont abandonner leur antidépresseur. Donc, l'antidépresseur, peut-être qu'il est efficace si on le prend, mais s'il y a tellement d'effets secondaires qu'on refuse de le prendre, évidemment, son efficacité est diminuée. En plus, quand on prend un antidépresseur, quand on commence à prendre ça, on ne sait pas pour combien de temps on va le prendre. Les guidelines internationales nous indiquent qu'on doit le prendre pour au moins 1 an, mais la vérité, c'est que probablement que vos patients le prennent depuis 2, 3, 4 ans et se sont améliorés en partie. Les symptômes se sont améliorés peut-être de 30, 40, 50%, mais il reste beaucoup de symptômes résiduels. Donc, idéalement, on aimerait avoir un traitement qui soit meilleur que les médicaments et meilleur que la psychothérapie. Il reste encore beaucoup d'espace pour développer des traitements plus efficaces. Et en fait, si on essayait de tracer un portrait robot de la thérapie du futur, en fait, ce serait un peu l'ABCD de la thérapie du futur, ben, ce serait ça. Ce serait A comme aisé, B pour bref, C pour confortable et D pour durable. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Ben, A comme aisé, ça voudrait dire que dans le futur, on aimerait que les traitements soient plus faciles à apprendre, plus faciles à maîtriser pour les cliniciens, parce que si vous avez, par exemple, suivi des formations en TCC ou en EMDR, vous savez à quel point ce sont des techniques qui sont quand même difficiles à maîtriser.
B pour brève, parce que en fait, la tendance est vraiment à développer des traitements qui sont de plus en plus courts. Les approches comme la psychanalyse, tout ça, suite à un trauma, sont peu praticables. Et imaginez que dans une ville comme Paris, quand il y a eu les attentats, où 10 000 personnes ont été touchées, pensez-vous qu'on est capable de trouver des places pour toutes les personnes touchées chez le psychanalyste et pour se taper une thérapie de 3, 4, 5 ans? Évidemment, non. Logistiquement, ce n'est pas possible. C'est pour confortable. Ce que je veux dire par là, c'est que la thérapie idéale ne devrait pas avoir tous les effets secondaires qu'on retrouve dans les antidépresseurs. Imaginez que vous êtes une jeune personne qui a développé un trouble de stress post-traumatique, vous voulez fonder une famille et tout, vous n'avez pas envie de prendre 5 kilos et d'avoir des difficultés sexuelles. Hein. C'est évident que vous allez abandonner votre traitement si le corollaire de votre traitement, c'est de prendre tous ces kilos et de plus être capable de faire l'amour. Et donc, D, pour durable, le problème des thérapies actuelles avec les rechutes est vraiment problématique. Et si on est obligé de retourner chez le clinicien au bout de 6 mois, au bout d'1 an, parce que les symptômes reviennent, vraiment, ça ne va pas. Donc, aisée, brève, confortable et durable, telle devrait être la thérapie du futur. Laissez-moi maintenant vous parler de la thérapie que j'ai enseignée, que j'ai développée moi-même, la thérapie Brunet, que j'ai développée et que j'ai enseignée aux cliniciens qui sont intervenus suite aux attentats de Paris et de Nice. Pour se faire aider, Lou a vu plusieurs médecins. Elle a pris des anxiolytiques, des antidépresseurs, suivi une psychothérapie proche de l'hypnose. Sans succès. Venez, mademoiselle. Aujourd'hui, elle se lance dans une aventure médicale. Elle a accepté d'être volontaire pour suivre un traitement expérimental. Peut-être commencer par la prise de tension, puis après un essai clinique lancé en urgence dans les hôpitaux parisiens après les attentats. Et que nous avons exceptionnellement été autorisés à filmer. Un petit peu de biscuit, manger quelque chose, effectivement, c'est important pour l'efficacité du médicament. Un traitement dont la promesse évoque un film de science-fiction. Un traitement pour soigner les souvenirs. 6 séances pour modifier les souvenirs imprimés par le cerveau. En diminuer la force. C'est un protocole unique au monde à destination des victimes des attentats. Près de 200 personnes ont accepté de l'expérimenter. Toutes submergées par des souvenirs insoutenables. Le souvenir du Bataclan pour Lou. Le souvenir du camion écrasant tout sur son passage à Nice, le 14 juillet 2016, pour Emmanuel. La scène de guerre, au pied de chez lui, au café de la Bonne Bière, le 13 novembre 2015, pour Max. Semaine après semaine, nous avons pu observer les effets de ce traitement. Son retentissement dans la vie de ces 3 patients. Une expérience scientifique, avec ses réussites et ses échecs, qui tente de trouver un remède à un mal inopérable, celui du pire souvenir d'une vie. Alors voilà, c'était donc la bande-annonce d'Envoyé spécial
au moment où ils ont diffusé le documentaire sur la méthode Brunet. Je voudrais peut-être simplement ajouter, suite à ce documentaire, que la thérapie est considérée comme expérimentale par envoyé spécial parce que c'est la première fois dont on en entend parler en France, mais ça fait 15 ans que cette thérapie-là fait l'objet de travaux ici au Québec. Et chez nous, cette thérapie-là n'est pas du tout considérée comme expérimentale. Et elle est reconnue par les principaux ordres professionnels. Donc, dans le cadre de ce projet-là, plus de 200 thérapeutes ont été formés qui, à leur tour, ont pu traiter des centaines de patients qui ont pu être pris en charge. On attend les résultats de cette recherche-là dans la prochaine année. Donc, on a vraiment très hâte de voir les résultats. Mais ce que je peux vous dire, c'est que sur le terrain, les cliniciens sont vraiment étonnés et ravis des résultats qu'on obtient. Alors, laissez-moi vous expliquer comment fonctionne la méthode Brunet, la thérapie de la reconsolidation. En fait, la reconsolidation, c'est une découverte issue des neurosciences qui postule qu'un souvenir remémoré doit être réenregistré de nouveau dans le cerveau afin de persister. Le corollaire de ça, c'est que si une interférence survient au moment du réenregistrement, le souvenir va être atténué, voire dans certains cas perdu. Laissez-moi vous donner un exemple. C'est comme si quand vous travaillez sur votre ordinateur, disons dans un fichier Word, c'est comme si votre fichier n'avait pas de backup. C'est comme si à chaque fois que vous vous remémorez un souvenir, vous pouvez le mettre à jour, vous pouvez effectivement donc le mettre à jour, mais vous travaillez dans le souvenir original, il n'y a pas de backup. Alors, il suffit qu'une interférence survienne au moment du réenregistrement de ce souvenir-là, pour que ce souvenir-là soit atténué. Or, dans le psychotrauma, les symptômes émanent d'un souvenir traumatique. L'idée, c'est donc d'atténuer la force de ce souvenir traumatique-là en le réactivant sous l'influence d'un médicament qui s'appelle le propranolol et qui est un bloqueur de la reconsolidation. Le résultat net donc de cette thérapie, en 6 séances de 25 minutes seulement, c'est que le souvenir émotionnel et traumatique ne devienne plus qu'un banal mauvais souvenir. Imaginez si je vous dis de repenser à votre ex. Est-ce que repenser à votre ex, c'est aussi dramatique que le premier jour où vous l'avez laissé, ou pire encore, au moment où vous vous êtes fait laisser comme un vieux papier mouchoir? La première journée, la Terre allait arrêter de tourner, c'est sûr, mais maintenant, quand vous y repensez, c'est quelque chose qui est derrière vous et vous êtes capable d'y penser même peut-être avec un certain sourire. Donc, l'idée, c'est vraiment de transformer le souvenir traumatique en banal mauvais souvenir. Avec du propranolol. Donc, le propranolol, il faut en parler 2 minutes. L'innocuité du propranolol est bien établie et ça, c'est très important, tant pour les patients que pour les thérapeutes, de savoir ça. Le propranolol est sur la liste de l'OMS des médicaments les plus sûrs et les plus efficaces. Et dès 2005, mon équipe fut la première à montrer comment utiliser le propranolol pour soigner des victimes de psychotrauma. Donc, l'approche de la méthode Brunet comporte de nombreux avantages, tant pour les patients que pour les thérapeutes. Laissez-moi d'abord vous parler des avantages pour vos patients. D'abord, vous serez capable de soigner des victimes de psychotrauma en 6 séances. Dans 70% des cas, vous serez capable de les remettre sur pied en 6 séances de 10 à 25 minutes. C'est quand même assez remarquable si on considère le temps qu'il faut pour remettre sur pied une victime avec les approches classiques. Le deuxième point, c'est qu'avec la méthode Brunet, vous pourrez guérir au lieu de masquer les symptômes. Ça aussi, c'est un immense avantage comparativement aux méthodes actuelles. Tout cela se fait avec très peu d'effets secondaires et avec des effets thérapeutiques durables.
Quels sont les bénéfices pour les thérapeutes? Ben, les bénéfices, c'est que en fait, c'est une technique qui est très facile à apprendre. Vous pourrez apprendre la méthode Brunet en 2 jours et demi de formation. Cette formation-là est accessible aux psychiatres et aux psychologues et autres professionnels en santé mentale. Et vous pourrez, avec la méthode Brunet, traiter un grand nombre de patients. Donc, comme je vous l'expliquais précédemment, la méthode Brunet a fait l'objet d'un protocole unique au monde pour faire face aux attentats du 13 novembre en 2015. À cette époque-là, on avait très peur que d'autres attentats soient commis et il fallait enseigner aux professionnels en santé mentale, il fallait pouvoir leur enseigner très rapidement une technique très efficace pour pouvoir soigner un grand nombre de gens souffrant de stress post-traumatique. Et c'est ma technique qu'on a utilisée, la méthode Brunet, à plus de 200 cliniciens, afin qu'ils soient mieux outillés pour faire face aux victimes de terrorisme et des attentats. Vous aussi, vous pouvez apprendre cette méthode-là aisément et vous pouvez désormais l'utiliser. Étant donné que le projet de recherche est sur le point de se terminer, j'ai voulu pouvoir rendre disponible cette thérapie à quiconque désire la suivre. Si vous êtes intéressé par cette approche et vous désirez en apprendre plus, vous pourrez constater en allant faire un petit tour sur Google, vous trouverez beaucoup de documents qui ont été faits sur la méthode Brunet et sur la reconsolidation. Et si vous passez le webinaire en replay un peu plus tard, vous pourrez regarder ce document qui dure un peu plus longtemps, qui est avec Élise Lucet. C'est l'émission C'est à vous qui a été diffusée le 14 septembre 2007. Vous pourrez vous la repasser confortablement quand le webinaire sera terminé. Donc, je vous ai dit tout à l'heure que les cliniciens étaient assez étonnés de l'efficacité de la thérapie. Laissez-moi maintenant vous faire part de quelques commentaires, quelques témoignages qui ont été offerts par nos patients. Donc, Joël, victime de vol à main armée, nous dit « Quand j'ai relu mon histoire, parce qu'au début, on leur fait écrire un compte-rendu de leur trauma, quand j'ai relu mon histoire, j'ai soudainement réalisé qu'il n'y avait plus d'attachement. C'était comme lire un livre. Souvent, les patients, à la 3e ou la 4e séance, ils s'installent pour lire le compte-rendu de leur trauma. Et là, ils me regardent en souriant, puis ils ont la sensation vraiment de lire l'histoire de quelqu'un d'autre. Et à ce moment-là, vous savez que vous avez gagné parce que vous avez réussi à ce que la force émotionnelle de ce souvenir soit atténuée. Louise, une victime d'agression, nous dit « Le souvenir est toujours là, donc pas de perte de mémoire. Le souvenir est toujours là, mais il ne me fait plus souffrir. La vie peut continuer. » Il y a plusieurs autres témoignages que vous pourrez découvrir sur mon site web reconsolidation-thérapie.com. Donc, dans un futur rapproché, il va y avoir des formations qui sont offertes à Paris, à Lyon, à Nice, à Poitiers et à Montréal. À Montréal, il y a une formation en décembre, du 6 au 8 décembre. À Paris, il y a une formation qui va être donnée du 15 au 17 novembre et une du 18 au 20 janvier. Je signale à ceux qui sont intéressés que c'est une formation qui est accréditée. Donc, en France, vous pouvez utiliser vos crédits elle est ouverte au compte formation, donc vous pouvez vous faire rembourser intégralement le coût de cette formation, qui au final est donc gratuite pour vous. Au Québec, la formation est accréditée par les principaux ordres professionnels, que ce soit les médecins ou les psychologues, et vous vaudra 16 heures de formation continue que vous pouvez également déduire de vos impôts. Donc, pour ceux et celles qui sont intéressés à s'inscrire, ceux qui sont intéressés à s'inscrire en France, il y a un bouton qui est en haut de votre écran. Et ceux qui sont intéressés à en apprendre plus sur la formation au Canada, il va y avoir un lien qui va être installé par Olivier dans l'espace chat dans les minutes qui viennent. En fait, le lien a déjà été installé par Olivier, je te remercie. Vous avez qu'à cliquer sur ce lien.
Alors, avant de terminer, je vais aussi en profiter pour vous dire que si jamais vous avez besoin de parler à quelqu'un pour vous aider avec votre compte formation en France, vous pouvez appeler mon proche collaborateur, Alain Frelat. Vous pouvez l'appeler ou lui envoyer un email à l'adresse qui apparaît sur cette diapositive. Donc, je vais maintenant répondre à vos questions. Donc, j'invite tout le monde à poser une question dans le chat et je vais ensuite répéter la question pour tout le monde et tenter d'y répondre au meilleur de mes connaissances. Alors, il y a une première question de Sophie D. La formation est-elle ouverte aux étudiants en psychologie? Hélas, non. La formation est ouverte aux professionnels qui pratiquent déjà. C'est une formation avancée et donc en 2 jours et demi, vous comprendrez que ce ne serait pas possible de pouvoir former avec succès des gens avec une expérience plus limitée. C'est une formation de niveau intermédiaire, je dirais. Donc, quiconque est déjà formé et a déjà vu au moins 2 ou 3 patients, donc peut suivre la formation. Une autre question de Robin F. Avez-vous créé des protocoles de groupe? Non, je n'ai pas créé de protocole de groupe. Je traite les patients de façon individuelle. Vous savez, le groupe peut être une approche très intéressante dans le trauma, mais en fait, souvent, les patients vont bénéficier d'une approche individuelle et d'une approche de groupe combinée. Donc, la thérapie Brunet est vraiment, la méthode Brunet est vraiment une approche individuelle, mais il s'agit d'une approche qui dure, après 6 séances, on a 70 personnes qui sont améliorées, et ce sont des séances très courtes de 10 à 25 minutes, qui consistent essentiellement à lire un compte-rendu du trauma, afin de vraiment raviver le souvenir. Donc, il y a un protocole précis qu'on doit suivre pour raviver le souvenir, mais les séances sont très courtes et peu nombreuses. Alors, Alain, il y a déjà une question plus haute de Zulema. Ah, excusez-moi, Zulema. Donc, j'entends qu'il y a un médicament à donner, mais on n'est pas médecin, ni psychiatre, ni psychologue. Comment cela pourrait être employé? Zulema, merci pour votre question. C'est une question effectivement centrale et qui survient constamment. Vous savez, dans le futur, on va vraiment combiner les approches psychiatriques et psychologiques. Et c'est ce que la méthode Brunet fait. C'est une méthode innovante, issue des neurosciences, et donc, contrairement aux autres approches, elle combine un médicament et une approche psychothérapique. Maintenant, moi-même, je suis psychologue et ça fait presque 20 ans que je travaille sur ce protocole-là. C'est très simple. Vous n'avez qu'à demander à vos patients d'aller se chercher une prescription de propranolol et ils vont la recevoir vraiment aisément de leur médecin. Recevoir du propranolol, c'est pas beaucoup plus compliqué que de recevoir du paracétamol, je vous dirais. C'est vraiment un médicament qui est ancien, donc bien connu, et on a trouvé une nouvelle indication combinée avec un protocole de réactivation. Donc, c'est vraiment quelque chose de très facile d'obtenir du propranolol pour vos patients. Donc, Mélissa, quelles sont les contre-indications pour prendre le propranolol? Un patient dissociatif peut-il en bénéficier? Je vous dirais qu'un patient dissociatif peut bénéficier du propranolol parce que faire un compte-rendu de son trauma, parler de son trauma sous propranolol est beaucoup plus facile que de parler de son trauma à froid, si je puis dire, même avec le soutien de son thérapeute. Donc, sous cet angle-là, des symptômes dissociatifs légers sont tout à fait gérables. Maintenant, si vous avez un ou une patiente qui a des symptômes dissociatifs sévères, il s'agit plus probablement d'un cas de PTSD complexe. Et à ce moment-là, dans des cas comme ça,
On parle plutôt d'une approche Dialectical Behavior Therapy, des choses comme ça, DBT, tout ça. Quelles sont les contre-indications pour le propranolol? Ben, en gros, il ne faut pas avoir de problème cardiaque, il ne faut pas avoir de problème d'asthme diagnostiqué. Et donc, le médecin sera en mesure de déterminer si votre patient peut ou non prendre du propranolol. Qu'est-ce qui explique les 30% réfractaires à la méthode? Est-ce que vous saviez, Wallis, que 2 tiers des personnes bénéficient des thérapies cognitivo-comportementales, donc 66%? Est-ce que vous saviez que en psychiatrie, on vous fait essayer un premier antidépresseur et si ça ne marche pas, ben 2 semaines plus tard, 2 ou 3 semaines plus tard, on vous en fait essayer un deuxième. 2 ou 3 semaines plus tard, on vous en fait essayer un troisième et on se soucie guère de savoir pourquoi ça n'a pas fonctionné. Donc, en ce qui concerne la thérapie de la reconsolidation, c'est documenté. On sait que ça fonctionne avec 70% des gens. Maintenant, les cohortes qui ont été traitées, pour comprendre vraiment les mécanismes qui sont derrière les 30% réfractaires, ça prend beaucoup plus de temps que ça. À l'heure actuelle, on ne sait pas pourquoi 30% des gens sont non réactifs, mais ce sont des chiffres qui se comparent à d'autres méthodes. La principale différence avec la thérapie de la reconsolidation, c'est que vous allez obtenir du succès très rapidement, au lieu que ça prenne des semaines et des mois avant que vous ayez du succès. Zulema repose une deuxième question et me demande est-ce que la formation s'adresse aux psychothérapeutes à Montréal? Oui, la formation est ouverte aux psychothérapeutes à Montréal. Rim Bellouti, sur quelle approche est basée cette thérapie? Alors, l'approche est basée sur la théorie de la reconsolidation. C'est donc une théorie qui est bien établie depuis 20 ans. Il existe un modèle animal, c'est une théorie qui est issue des neurosciences. Il existe un modèle animal, il y a des méta-analyses chez le sujet sain qui ont été faites et il y a au moins 3 essais cliniques randomisés en double insu qui ont été complétés. Contrairement à l'EMDR, par exemple, pour laquelle 35 ans plus tard, on ne sait toujours pas comment ça marche et pourquoi ça marche, il y a une théorie derrière la thérapie de la reconsolidation et il y a des centaines de publications qui ont été diffusées depuis une vingtaine d'années. Daniel L. Peut-on utiliser la technique avec des patients dont le trauma date de plusieurs années? Daniel, la bonne nouvelle, c'est oui. Oui, on peut utiliser la thérapie, la méthode Brunet, avec des patients dont le trauma remonte à plusieurs années, parce qu'en fait, dans la reconsolidation, le temps n'a pas d'importance. Une fois que le souvenir du trauma est emmagasiné dans la mémoire, si on est capable de le réactiver, on est capable de bloquer son réencodage. Et donc, oui, il y a de l'espoir, il y a de la lumière au bout du tunnel, si je puis dire. Olivier, pouvez-vous à présent poser vos questions? Ah, ça c'est Olivier, ouais, salut Olivier. Pouvez-vous à présent poser vos questions, professeur Brunet, dans la zone de chat? Voilà, vous me posez vos questions dans la zone de chat. Annie, est-ce que cette thérapie peut également être utilisée dans un contexte d'abus sexuel? Bien sûr, Annie, cette thérapie peut être utilisée dans ce contexte. On a traité plusieurs victimes d'abus sexuels qui ont largement bénéficié de cette thérapie. Vedrana, est-ce que le traitement a été testé auprès des individus ayant vécu un deuil traumatique? Effectivement, le traitement a été testé auprès de victimes ayant vécu un deuil traumatique et j'en profite pour dire que le traitement fonctionne par-delà du trauma. Il fonctionne aussi avec les troubles d'ajustement, il fonctionne aussi avec les personnes qui ont un deuil compliqué. Il fonctionne aussi même, on a même essayé le traitement avec des gens qui souffraient de phobie et avec des grands succès. Donc, en fait, le traitement fonctionne avec toute pathologie qui émane d'un souvenir émotionnel dysphorique ou aversif. Et le trouble de stress post-traumatique ici est le trouble modèle autour duquel on a établi notre recherche, puisque est-ce qu'il existe un souvenir
plus insupportable et intolérable qu'un souvenir traumatique. J'ai aussi une étudiante de doctorat, par exemple, qui vient de terminer sa thèse et qui étudiait les victimes de chagrin d'amour, des gens qui n'arrivaient pas à oublier un conjoint ou une conjointe qui les avait abandonnés dans un contexte vraiment ignoble. Ariane, que pensez-vous justement de MDR, son efficacité? Est-ce complémentaire de la méthode Brunet? Vous savez, le MDR, j'ai été formée à l'EMDR et je pense que c'est une thérapie vraiment excellente. Je pense néanmoins qu'elle souffre des mêmes problèmes que d'autres thérapies cognitivo-comportementales. Le problème, c'est le phénomène de la rechute. Dans les thérapies cognitivo-comportementales, on a 50% de phénomènes de rechute à 1 an. Et donc, les patients doivent retourner voir leur thérapeute pour obtenir des booster sessions. Ce qui est intéressant avec la méthode Brunet, c'est que vous pouvez l'utiliser comme thérapie stand-alone, si je puis dire, donc comme traitement principal, ou si vous voulez l'utiliser comme adjuvant à une méthode que vous utilisez déjà, vous pouvez le faire aussi. Donc, on n'est pas ici dans des disputes de clochers et les gens qui utilisent d'autres approches peuvent apprendre la thérapie de la reconsolidation, peuvent apprendre la méthode Brunet et s'en servir de façon soit complémentaire ou soit en traitement de première intention. Mylène, est-ce que cette thérapie peut être utilisée avec les enfants et les adolescents? Dans le programme Paris-Même, où nous sommes venus en aide aux victimes d'attentats de Paris et de Nice, il y avait évidemment, surtout à Nice, beaucoup d'adolescents. Nous avons obtenu l'aval du comité d'éthique pour traiter des adolescents de 15, 16 et 17 ans. Donc, la thérapie peut être utilisée avec des adolescents et le propranolol a montré son innocuité aussi, tant chez les adolescents que chez les enfants. Imaginez, on peut donner du propranolol à des nouveau-nés pour soigner l'hémangiome à forte dose. Donc, vraiment, je pense que c'est un des plus beaux exemples qui illustre l'innocuité du propranolol. Marie, pouvez-vous nous parler de la persistance des effets positifs? Avez-vous étudié le maintien des gains 1 an après, 2 ans après? Alors, on a étudié de façon systématique le maintien des gains à 6 mois et on a 2 études qui sont en cours où on va pouvoir faire des suivis systématiques à 1 an. On est resté en contact aussi avec de nombreux patients, par exemple des patients, on a des suivis de plus de 10 ans sur certains patients et évidemment ce sont des suivis qui sont plus anecdotiques, mais il n'y a pas eu de rechute chez ces patients. Et vous savez, étant donné le mécanisme d'action de la reconsolidation, la probabilité qu'il y ait une rechute est forcément beaucoup plus faible que dans les approches cognitivo-comportementales, parce que dans les approches cognitivo-comportementales, l'ancien souvenir reste, tandis que dans la thérapie de la reconsolidation, on travaille avec le matériau brut et on atténue la force émotionnelle du souvenir original. Oriane, la méthode Brunet est-elle efficace sur des traumas complexes, c'est-à-dire dont l'origine est diffuse car répétitive sur la durée, par exemple négligence affective dans l'enfance? La méthode Brunet n'a pas été inventée et testée de façon vraiment extensive sur les victimes de traumas complexes. En ce qui concerne les traumas complexes, je pense que c'est illusoire de vouloir traiter ces patients-là en 6 séances. Ça prend rien que 6 séances pour les apprivoiser et puis pour qu'ils nous fassent confiance. Donc, en ce qui concerne les traumas complexes, ma recommandation, c'est d'utiliser la méthode Brunet comme adjuvant pour travailler sur certains souvenirs spécifiques.
Pour ce qui est des traumas complexes, vraiment, il faut, c'est pas à la portée des thérapeutes débutants et il faut vraiment considérer une prise en charge à long terme avec ces patients. Kofi, comment composer avec cette technique avec une clientèle dont une partie de la souffrance est continuellement réactivée par le manque de reconnaissance de tiers externes impliqués auprès des clients, CNESST, SAAC, etc. Donc, Kofi, oui, vous êtes du Québec, je reconnais les acronymes là par exemple, la CNESST, c'est pour les gens qui ont été victimisés ou traumatisés au travail. Vous mettez le doigt sur un problème important et en fait, tout patient qui est impliqué dans une approche, soit impliqué avec un assureur ou dans une approche de poursuite devant les tribunaux, évidemment, ces patients-là s'améliorent beaucoup moins parce qu'ils ne sont pas encore dans un contexte qui leur permet de s'améliorer réellement. Donc, s'il y a une démarche de reconnaissance qui est frustrée, c'est sûr que les symptômes vont persister davantage. Donc, mais ça, le problème, c'est que ça affecte toutes les psychothérapies. Peu importe l'approche que vous allez utiliser, que ce soit la méthode Brunet ou une autre approche, vous allez être confronté à ce problème-là. Donc, il n'y a pas de solution miracle, hélas, pour ce problème. Voilà, alors on a encore quelques minutes. J'invite ceux et celles qui n'ont pas encore pris la parole et qui souhaitent que je réponde à leurs questions. Vous pouvez, n'hésitez pas, vous pouvez vous exprimer. Donc, j'en profite encore pour vous dire que si vous allez sur Google ou si vous allez sur le site reconsolidationthérapie.com, vous allez voir, vous pouvez vraiment assouvir votre curiosité en ce qui concerne la méthode Brunet et donc vraiment, vous allez apprendre énormément. Et l'idée de ce webinaire, c'était de vous éclairer sur les forces et les limites des thérapies actuelles et de vous expliquer comment vous pouvez améliorer la prise en charge de vos patients qui souffrent de psychotrauma et d'autres pathologies qui émanent d'un souvenir émotionnel. Donc, j'espère que le webinaire a été informatif pour vous. Je vois qu'il y a encore quelques questions additionnelles, donc j'en profite pour y répondre. Il y a une réponse de Annie qui demande si une personne a vécu plus d'un événement traumatique, doivent-ils être traités séparément? La réponse courte, c'est oui, Annie. Si la personne a vécu 2 événements traumatiques, alors on va traiter chaque événement séparément. On peut faire 3 séances sur un événement ou au besoin, on peut faire 6 séances sur un premier événement et le nombre de séances requis sur l'événement numéro 2. Mais souvent, en fait, vous allez remarquer que même si les patients ont vécu plus d'un événement, souvent, s'ils ont vécu 2, 3 ou 4 événements, il y en a un en particulier qui les dérange. Et souvent, c'est un peu comme quand on travaille avec EMDR aussi, on a le choix de travailler avec le premier, le pire ou le plus récent. Et souvent, si on travaille avec un de ces 3 événements-là, souvent le besoin de travailler sur les autres va s'estomper. Valérie demande, avez-vous prévu des dates sur Nice? Alors, on avait des dates sur Nice en avril dernier et probablement que dans les semaines et les mois à venir, on va afficher une nouvelle date pour le sud de la France. Pour le moment, on a une formation à Poitiers en mars. En France, on a 2 formations à Paris, une en novembre, une en janvier. Et l'autre, c'est à Montréal, donc en décembre. David, un état de stress post-traumatique chez un professionnel
Peut-on parvenir à une récupération complète dans le sens où le professionnel pourra reprendre son activité à risque? Alors ça, c'est une question vraiment excellente. La réponse en contrepartie est, c'est difficile d'avoir une réponse tranchée là-dessus. Je dirais peut-être que oui, peut-être que non. Mais je peux vous dire que la thérapie de la reconsolidation, on l'utilise avec les premiers répondants ici au Québec depuis plus de 2 ans. On a un protocole de recherche avec des policiers d'une grande ville du Québec, en fait de 2 grandes villes du Québec, et on obtient d'excellents résultats. Donc, oui, c'est possible de parvenir à une récupération complète. Est-ce qu'on parvient à une récupération complète dans tous les cas de trauma? Non, ni chez les policiers, ni chez les pompiers, ni en fait avec... on ne parvient pas toujours à une récupération complète. Mais vous savez, si déjà on arrive à une récupération, par exemple, de 50% des symptômes, déjà, c'est peut-être une récupération partielle, mais pour le patient, ça change sa vie. Zulema, est-ce que la formation est reconnue par l'Ordre des psychologues du Québec? Oui, la formation est reconnue par l'Ordre des psychologues du Québec. Elle est reconnue aussi par l'Ordre des médecins du Québec et elle compte pour 16 heures de formation continue que vous pouvez aussi, dont vous pouvez récupérer en partie le prix sur vos impôts. Elle est reconnue aussi en France, comme je le mentionnais durant le webinaire, est accessible au compte formation. Donc, le compte formation, pour ceux qui connaissent moins, c'est un compte sur lequel que vous pouvez utiliser pour vous faire rembourser votre formation professionnelle. Bon, alors on arrive à la fin. Est-ce que s'il y a une ou deux dernières questions, je vais les prendre avec grand plaisir. Sinon, peut-être qu'on se reverra dans un contexte de formation à Paris ou à Montréal. Donc, je vous rappelle que la formation peut être téléchargée. Vous pouvez regarder à volonté la formation en replay et vous pouvez aussi regarder les vidéos qui sont incrustées dans la formation. Donc, vous pourrez regarder tout ça à tête reposée et ensuite, voilà, vous pourrez vous intéresser à cette approche. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre présence, pour votre attention et ça me fera plaisir de vous revoir dans le futur ou de vous rencontrer. Merci et au revoir.